Ah oui. Le ministre hôte, quand il était ministre de l'économie, Amadou Hott, a effectivement lancé une étude. J'ai la chance d'avoir piloté, en fait, d'avoir conduit cette étude pour le cabinet Grand Thornton d'ailleurs, et accompagné de cadres vraiment chevronnés, anciens de l'UEMOA, anciens de l'administration des douanes ici. Et des propositions importantes ont été faites justement pour que le Sénégal ait une stratégie. Bon, malheureusement, en tout cas jusqu'à présent, cette étude n'a pas encore fait l'objet de validation ou d'appropriation par l'État. Mais le constat est formel. Le Sénégal ne tire pas profit encore, enfin, autant qu'il devait le faire, de l'intégration, parce que le Sénégal n'est pas justement tourné vers l'intégration, vers ces pays. Le Sénégal, dans la CEDEAO, exporte pour l'essentiel sur le Mali, 60% environ, 10%, 12% vers la Côte d'Ivoire. Bon, le reste vraiment... et dans l'UEMOA, quasiment, il n'y a pas grand-chose. Si vous allez dans certains pays de l'UEMOA, vous ne voyez pas de produits sénégalais. Bon, c'est vrai qu'on exporte sur la Guinée un peu, sur la Mauritanie, qui ne sont pas des pays membres de l'UEMOA. Donc, il y a des problèmes. Mais tout cela, c'est parce que nous n'avons pas une stratégie nationale d'intégration. Voilà, l'intégration, évidemment, on en parle dans la Constitution de façon très évasive. Bon, référence à l'unité africaine, etc., etc. Mais il n'y a pas de politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le projet politique d'intégration? Ça n'existe pas. Bon, la Côte d'Ivoire a une ébauche de politique d'intégration parce que nous avons fait le benchmarking. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour voir comment ça marche. Le Mali en a. Le Mali a une politique nationale d'intégration. Bon, mais évidemment, avec la situation actuelle, c'est un peu difficile. Mais la Côte d'Ivoire est beaucoup mieux organisée de ce point de vue. Ils ont au ministère des Finances même une direction des affaires extérieures, des affaires économiques extérieures. C'est-à-dire qu'ils vraiment, ils ont une vision, un pilotage des questions d'intégration beaucoup plus formé. Ici au Sénégal, l'intégration est dispersée. Les questions d'intégration sont gérées une partie par le ministère des Affaires étrangères, sur la CEDEAO, la ZLECAf, par le ministère du Commerce aussi, sur la ZLECAf. Le ministère des Finances s'occupe de l'UEMOA parce que c'est le ministre statutaire. Le ministère de l'économie a les critères de convergence. Bon, il n'y a pas une gestion, une prise en charge des questions d'intégration. Et le résultat, c'est que on perd en matière d'opportunités. Et on sait, même les postes éventuellement dans ces institutions, parfois on ne participe pas, les ministres ne participent pas toujours comme il se doit aux réunions. Ça aussi c'est un constat qui est fait. Souvent c'est des experts qui représentent les ministres dans des réunions ministérielles. Bon, donc c'est comme si on ne s'intéressait pas aux questions de l'intégration. Et nous avions d'ailleurs proposé dans le cadre de cette étude dont je parle, qui a été initiée par le ministre Amadou Hott, qu'il y ait un conseil national de l'intégration, en fait, auprès du Premier ministre. Parce qu'il faudrait que ça soit à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir gérer toutes les questions d'intégration. Parce que on ne peut pas gérer la question de l'intégration dans un ministère, parce que c'est une question assez globale et les enjeux sont importants. Et on y reviendra peut-être, mais l'élection à la BAD et tout ça, c'est des questions, ça renvoie à cela. Comment il faut appréhender ces questions d'intégration. Il faut que toutes ces questions soient bien traitées au plus haut niveau, notamment au niveau du Premier ministre. Donc les questions relatives à l'intégration, est-ce qu'elles sont bien prises en compte? Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. En fait, justement, les questions d'intégration ne sont pas bien prises en compte. Et cela fait qu'on perd des opportunités. Moi, je suis convaincu, avec l'expérience que j'ai de l'intégration, qu'on aurait au moins 1 à 2% de PIB, en fait, de croissance du PIB qu'on pourrait tirer de l'intégration, qu'on perd, parce que on n'utilise pas, on ne profite pas de ça. Nous, on a toujours eu une vision vers le nord,
vers les Amériques, vers l'Europe, vers l'Afrique du Nord. Bon, c'est vrai qu'on a des émigrés qui sont mais en ce qui concerne les affaires, il n'y a pas une présence en Afrique. Je me rappelle d'ailleurs une anecdote, quand j'étais au Burkina, il y a certains des entrepreneurs que je connais me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est des entrepreneurs sénégalais. Mais je leur dis, mais il y a du travail ici, il y a des business, il y a des choses à faire dans ces pays. Ça veut dire que pour les hommes d'affaires, c'est comme si, évidemment, au-delà du Mali, etc., il n'y a pas. Alors que c'est important, évidemment, d'avoir le marché africain. Même dans le cadre de la ZLECAf, il faut attaquer le marché africain. Sinon, ça ne servira absolument à rien. Mais est-ce que l'existence de deux organisations qui incarnent cette intégration ne constitue pas un frein à l'atteinte des objectifs d'intégration? C'est vrai que l'existence de deux organisations, CEDEAO et UEMOA, a posé problème pendant un temps parce qu'il y a des redondances. Parfois, les entrepreneurs, les commerçants se trouvent en face de deux législations en matière fiscale, des procédures douanières qui peuvent être différentes, etc. etc. Bon, ça pose problème. Mais de plus en plus, et au fur et à mesure, il y a une harmonisation au niveau de ces deux organisations. Parce que l'UEMOA étant très avancée en matière d'organisation, généralement, elle a pu imprimer le rythme. Ça marche à la CEDEAO. Et de sorte que la CEDEAO s'est alignée. C'est comme le tarif extérieur commun. On est parti du tarif extérieur commun de l'UEMOA qu'on a pratiquement transposé sur la CEDEAO. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir une union douanière dans l'UEMOA, avoir une union douanière CEDEAO et qu'on n'ait pas les mêmes règles. Donc, vous voyez, de plus en plus, effectivement, il y a cette coordination-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'APE, il y a eu une coordination entre la CEDEAO et l'UEMOA. Les présidents de commission CEDEAO et UEMOA, c'était les négociateurs en chef, et qui participaient aux discussions avec l'Union européenne sur ces sujets. Donc, de plus en plus, il y a effectivement une bonne cohabitation, j'allais dire, en attendant. Parce qu'effectivement, il y a que l'intégration monétaire existe au sein de l'UEMOA et n'existe pas encore au niveau Justement, de la CEDEAO. en parlant de monnaie, il y a aussi la monnaie unique qui tarde à entrer en vigueur. On avait donné 2020, on a dépassé 2020, maintenant on parle de 2027. Oui, mais c'est un long... Est-ce qu'on pourra lancer la monnaie? Oui, c'est un long processus. C'est vrai que la CEDEAO avait son programme de coopération monétaire qui avait commencé depuis... L'idée était lancée en 83. En 87, ils ont mis le programme monétaire de coopération monétaire en marche. Ils ont même créé une agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest en 96. Parce que pour la CEDEAO, il fallait avoir la monnaie unique en 2000. Pour l'ensemble de la CEDEAO, mais évidemment il y a eu des retards. Ils ont créé l'institution monétaire, de l'Est africain. Bon, mais il y a beaucoup de difficultés au niveau de la CEDEAO. D'abord, ils avaient proposé un schéma à double vitesse, c'est-à-dire que les pays hors UEMOA, la ZMAO, donc la zone, ont leur monnaie en 2015 et en 2020 on passe à la monnaie unique. Bon, mais en 2013 ici, la conférence des chefs d'État a désigné deux chefs d'État du Niger et du Ghana pour une task force pour voir comment vraiment accélérer le processus.